Donc, je m'appelle aussi Marie-Claude et je vous présente Vincent, qui est mon mari et mon partenaire dans Vivace, et mon enfant Marc-Aurèle, qui est ici, vous allez voir dans les images. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes en entendant Vivace qui pensaient que ça allait être une présentation sur les plantes. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça va être une présentation de notre parcours dans le domaine de la promotion des saines habitudes de vie et d'un parcours personnel. C'est pour ça qu'on parle de notre parcours à nous. En fait, on mixe le professionnel et le personnel. Ça, c'est nous. Si vous regardez sur les médias sociaux, on a cette vieille image-là pour présenter notre podcast. Mais Marc-Aurèle, à chaque conférence, au lieu de prendre une autre photo, je fais juste updater pour dire qu'il a vieilli. Maintenant, il est en personne avec nous. Vous avez pu le voir. On le présente parce qu'il nous suit dans toutes nos aventures, parce que notre souhait, justement, c'était de présenter des vrais moments de vie à la maison. Qu'on documente nos activités de famille. Puis, on commence à être connus comme les gens qui vivent sans chaise, sans divan. On a vécu avec un enfant sans poussette, sans matelas industriel, sans bassinette. Souvent aussi, on est sans souliers, sans couche. Et effectivement, sans couche, dans le fond, Marc-Aurèle, à 9 mois, il n'y avait plus de couche. Et à 4 mois, il n'a plus jamais refait pipi au lit. On a questionné, c'est des photos qu'on voit en fait, c'est ça, c'est son pipi chez mes parents dans le bassin, c'est nos marches quotidiennes, de l'allaitement non écourté aussi, j'ai allaité jusqu'à l'âge de 4 ans. La vie sans poussette à Montréal, dans toutes les météos, beaucoup de peau à peau, du cododo, puis une vie au sol. Là, on ne voit pas ma petite bédaine, mais je suis enceinte sur le côté, fait qu'on a balancé les chaises traditionnelles dans notre appartement. C'est un peu comme le mouvement minimaliste. Il y a des gens qui se diraient, mais pourquoi vous voulez vivre comme ça? Et pour nous, c'est parce que ça nous a amené beaucoup de mouvements. Fait que notre obsession, c'était de questionner les objets. Puis souvent, on se rend compte que quand on enlève des objets, on bouge différemment. Puis finalement, je pense que la vie, en testant plein d'affaires, nous a menés sur un chemin où les bénéfices de vivre comme ça étaient encore plus profonds qu'on pouvait s'imaginer. Fait que c'est un peu le parcours qu'on veut présenter aujourd'hui. Fait que nous, on trouvait que ça s'alignait avec des valeurs sociales, ça nous a rapprochés des gens, ça a donné du sens à notre vie. Fait que c'est un peu comme les minimalistes, il y a des gens qui se disent pourquoi vous privez, mais on sent qu'on gagne en liberté. Il y a des gains, en fait, c'est pas juste de la privation. Puis ça fait maintenant 8 ans qu'on vit comme ça. Fait qu'on, c'est un peu un résumé de 8 ans de vie avec différents chapitres. Nous, à la base, moi, ça fait 15 ans que je suis en promotion des saines habitudes de vie. J'ai un bac en communication. J'ai fait un cours de communication et santé, puis j'ai fait « Oh my God, mon domaine peut servir à promouvoir des saines habitudes de vie ». Fait que ça a vraiment réorienté mon parcours. Puis moi puis Vincent, on s'est vraiment connus en travaillant pour Participation. Est-ce que connaissez-vous tous Participation? Il y a une main qui se lève avec enthousiasme au fond. Des fois, ils sont plus connus du côté anglophone. Dans le fond, c'est le plus grand promoteur de l'activité physique au Canada. En 2017, il faisait une tournée nationale. Fait qu'on a parcouru nous, c'était l'équipe de l'Est, fait qu'on parcourait l'Est du pays pour faire bouger les gens, dans le fond. Je veux dire, je pense que personne n'est surpris ici si on dit qu'il y a un problème national d'inactivité physique. On l'a entendu, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Ce qui est un peu déprimant, même les rapports, on regarde Participation, on sort des super beaux rapports sur l'activité physique du Canada avec le reste du monde. Puis nos notes, ils nous donnent un bulletin, les notes baissent à chaque année. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on sait que l'activité physique a des effets exceptionnels sur tous les paramètres de santé. Il n'y a aucun lobby qui se prononce contre l'activité physique. Versus d'autres domaines, par exemple, le monde alimentaire, c'est compliqué de promouvoir une saine alimentation, mais en activité physique, tout le monde est d'accord. Fait qu'il y a comme un gap ici, dans ce domaine-là, qui est vraiment presque mystérieux, de dire pourquoi ça fait des décennies qu'on en parle, et non seulement il n'y a rien qui change, mais les choses empirent. Fait que moi, j'étais dans ce domaine-là en essayant de me dire, mais qu'est-ce qui cloche si on ne bouge toujours pas? Mais surtout, comment est-ce qu'on amène un changement là-dedans? Fait qu'on a fini notre mandat d'1 an avec Participation. Moi puis Vincent, on vivait ensemble à Montréal, on était un nouveau couple. Puis on s'est dit, on va s'allier puis on va fonder Vivace. Mais notre approche, au lieu de dire aux gens quoi faire,
Au lieu de dire, nous, on est actifs, on est en santé et vous devriez faire pareil. Tu sais, on n'était pas les gens les plus fit non plus, là. Je veux dire, on n'est pas des anciens athlètes olympiques. On était globalement corrects, là, mais on s'est dit, je pense que des gens ordinaires pourraient juste prendre la parole, puis l'approche, c'était on est des guinea pigs, on est des cobayes. Toutes les idées qu'on a, on va les tester sur nous-mêmes, puis on va tout simplement en parler aux autres parce qu'on pense qu'on ne veut pas juste présenter de la théorie ou donner des règles. C'est nous, on va le faire, puis on va le savoir, c'est quel modèle d'action qui marche vraiment et qui peut amener un vrai changement. Fait que j'ai un peu, juste pour présenter, pour comprendre concrètement qu'est-ce que c'est Vivace, qu'est-ce qu'on fait. Mais pendant 1 an de temps, dans notre première année de compagnie, à chaque semaine, on faisait une vidéo en direct puis on disait qu'est-ce qu'on testait cette semaine-là. Fait que qu'on a enlevé nos souliers, qu'on a enlevé notre divan, qu'on testait des corridors actifs dans notre appartement. Même la photo originale que j'ai vue d'une femme dans une tribu qui avait un bébé sans couche puis que l'étincelle a allumé dans ma tête, c'était comme en direct. Tu sais, cette photo-là, dans une des vidéos, je dis « Hey, c'est intriguant ça, on peut vivre sans couche. » Puis des années plus tard, finalement, je le faisais avec mon enfant. Quand on avait des questions additionnelles, on a démarré un podcast, puis on invitait des experts à parler de différents sujets avec nous. Fait qu'on a eu des profs d'éducation physique, des thérapeutes, des architectes, on a eu des anthropologues. Tout a été documenté puis partagé. Puis je me disais, moi, j'aurais ces questions-là, puis je veux avoir ces discussions-là avec les gens. Fait que tant qu'à faire, on va l'enregistrer puis on va le rendre accessible à tout le monde. Puis finalement, Vince, lui, s'est épanoui sur Instagram. Si jamais vous vous interagissez sur Instagram, c'est fort probablement Vince qui vous répond. Lui, il aime ça improviser. Chaque jour, à une certaine époque, chaque jour, on faisait une stories le matin pour souhaiter bon matin aux gens pendant notre marche matinale. C'était immanquable. Puis on disait, on fait notre tour du bloc. C'était tout ce que ça prenait. Puis là, les gens ont commencé à nous envoyer des bons matins, puis filmaient eux aussi leur tour du bloc. Fait qu'encore une fois, c'est juste, on faisait quelque chose, puis on le présentait à d'autres. Puis finalement, après avoir eu un enfant, c'était plus difficile de créer, j'ai commencé à écrire. Puis j'ai écrit une infolette par semaine pendant 4 ans. Les gens ont vu toutes mes émotions, ma déprime partout. Mais je me dis encore une fois, c'est important de parler du processus puis des variations émotionnelles dans ce qu'on fait, puis pas juste de parler d'un mode d'action un peu impersonnel. Fait que tout ça est gratuit. Puis quand, dans toute cette exploration-là, on avait assez de contenu, assez dense pour faire des ateliers, bien, on le regroupait. Fait qu'on a fait un atelier qui s'appelle « Repenser le mouvement » qui va ressembler à ce qu'on va voir aujourd'hui, où on parlait de notre vision du mouvement plus large. Puis après ça, pratique par pratique, on commence à faire des ateliers spécifiques comme là, la vie sans souliers. Fait que si ça vous intrigue, il y a un atelier juste là-dessus. La vie sans couche, on a fait un atelier et un programme entier, en fait, pour aider d'autres parents. Et le tout nouveau qu'on a sorti avant Noël, c'est justement la vie sans chaise. Pourquoi on voudrait vivre comme ça? Puis là, ce qu'on commence à faire, justement, c'est de dire, bien, il y a des gens qui nous posent des questions. Fait qu'on crée ce que j'appelle maintenant des playbooks. Fait que c'est pas un manuel de recettes, c'est plus de dire, voici comment on l'a fait, comment on a navigué, c'est quoi nos stratégies, des tactiques, les produits. Fait que le prochain playbook qui sort, c'est sur la vie au sol. Puis finalement, pendant des années, on se sentait seul et weird, puis on a réalisé qu'il y a d'autres personnes qui essayaient ce qu'on faisait, qui voyaient ce qu'on voyait. Puis on a créé une communauté en ligne. On l'a récemment, avant ça s'appelait Clan, on l'a récemment renommé le Campus. C'est une communauté de pratiques pour ensemble réapprendre ces pratiques-là ancestrales puis les ramener à l'ère moderne. En ce moment, on a plus de 300 familles dans différents pays de la francophonie. Puis c'est en ligne, mais c'est aussi en personne. Fait que cette année, ça va être notre 3e événement annuel. L'année passée, il y avait 200 personnes. Fait que 100 familles au complet. La moitié, c'était des enfants, la moitié, c'était des adultes. Fait que c'était comme un gros party juste pour se retrouver puis se sentir moins seul, en fait, là-dedans. Fait que Vivace, finalement, c'est ça. Au final, notre quête, c'est d'expérimenter des choses, de les partager puis d'unir le savoir, d'unir les personnes pour que ce soit vivant. Puis là, aujourd'hui, mon intention, j'essaie de réfléchir à c'est quoi mon intention, parce qu'il y a des gens qui me connaissent déjà, fait que des fois, j'ai toujours la peur de radoter un peu. Fait que là, je me dis, je pense que pour les gens qui ne nous connaissent pas, tout simplement, c'est de faire connaissance. Parce que Marie-Claude, méga coup de cœur. Comme personne, je découvre Croque ton quartier, c'est absolument magnifique. Les valeurs communes sont tout à fait là. L'overlap de valeurs est complètement là. Fait que je me disais, je pense que c'est tout simplement aujourd'hui pour nous présenter puis présenter notre univers parce que je sens qu'on va se revoir.
Mais je me disais, il faut quand même que je mette quelque chose que je n'ai pas présenté à date. Fait qu'aujourd'hui, vous allez voir un nouveau GIF, parce que mes présentations, souvent, ont beaucoup de GIFs. Là, je réalise, c'est absurde, c'est un PDF, fait qu'il ne sera pas en mouvement. Là. Mais il y a un GIF du Seigneur des Anneaux que j'ai retrouvé dans mes notes, que je n'ai jamais montré avant. Fait que si vous restez jusqu'à la fin, vous allez le voir, dans un moment très crucial de notre histoire. Fait que je vais créer un peu de suspense. Là. Comment on en est arrivé là? C'est vraiment important pour moi de dire qu'on était des gens ordinaires dans le sens où on a grandi en banlieue à Laval. Je travaillais à HEC Montréal après ma maîtrise. Tu sais, je portais des robes, souvent je dis trop serrées, des souliers pointus à talons hauts, pas confortables. J'aimais pas marcher. Je voulais pas faire de vélo en ville parce que je suais puis ça m'écœurait. Puis pas que je pars de loin, mais si vous m'aviez dit qu'on aurait cette vie-là en ce moment, j'y aurais pas vraiment cru parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire en introduction, bien, toutes nos péripéties nous ont menés à quitter la ville. On a vécu en campagne. On a même questionné les murs de notre maison puis on s'est mis à dormir dans une tente dehors pendant 3 saisons parce qu'on trouvait ça trippant. Puis là, quand on se sentait tout seul, on a décidé qu'on voulait aussi cohabiter. Puis présentement, on vit chez des amis, avec des amis. Puis c'est le mode de vie qu'on veut suivre. On ne va jamais retourner en appartement tout seul. C'est comme impossible dans notre tête. T'sais. Fait que si vous m'aviez dit à ce moment-là, la Marie-Claude de Montréal qui ne voulait pas de coloc parce qu'elle aimait mieux être seule dans sa bulle, dans sa chambre pour lire des livres en silence, j'y aurais réellement pas cru. Puis finalement, mon parcours, c'est que j'ai fait ma maîtrise en gestion en marketing sur le marketing éco-responsable parce qu'encore une fois, je voulais utiliser la communication pour promouvoir le bien commun puis pas vendre des cochonneries. Puis ça a donné que le savoir que j'ai développé pour mon mémoire de maîtrise était super précieux dans le monde de l'entrepreneuriat qui est explosé à ce moment-là à Montréal. Puis à HEC, il y a un département d'entrepreneurs qui est en train d'être formé. Puis j'ai commencé à développer du contenu pédagogique pour les profs. On a monté un campus à l'international. Puis j'enseignais la créativité puis l'innovation en entreprise. Puis j'ai visité tous les espaces de coworking à Montréal. On a voyagé à l'étranger pour comprendre comment monter des projets, monter des startups. Mais ce qui manquait un petit peu, c'est l'aspect cœur. Si une entreprise n'avait pas une mission sociale, je m'en foutais bien raide, là. Je pourrais dire ça de même, là. Fait que j'avais toujours un pied dans le département de développement durable. Puis le dernier mandat que j'ai fait à HEC, c'était pour une compétition internationale d'innovation sociale où c'était des étudiants, des jeunes de partout à travers le monde qui venaient présenter des projets qui leur tenaient à cœur. Fait que c'était le dernier mandat que j'ai fait. Puis à un certain moment donné, je me suis dit, tu sais, je vais coacher, je vais évaluer des projets, mais moi, j'ai envie d'être sur le terrain. Tu sais, je veux être l'athlète, puis je me vois pas enseigner l'entrepreneuriat si je le fais pas moi-même. Fait que j'ai décidé de quitter cet emploi-là, puis de fonder mon projet. Puis, encore une fois, en cobaye, le modèle d'action que j'ai appris, qu'on enseignait à HEC Montréal, je me le suis appliqué à moi-même. Puis souvent, la clé, je pense que ça va résonner avec ce que Croque ton quartier fait, là, c'est de partir d'un problème social qui est très personnel. De ne pas arriver en conquérant d'un nouveau marché, puis de juste partir de quelque chose qui nous touche profondément. Fait que quand j'ai quitté HEC, c'était vraiment un travail introspectif, finalement, de dire qu'est-ce qui me tient à cœur à moi. Ah oui, ça, c'est un exemple. Par exemple, il y a une équipe de jeunes du Vietnam pendant le concours que eux, leur rivière était polluée. Fait que leur projet, c'était de trouver... C'est tellement pollué que les enfants ne voulaient pas marcher dehors pour aller à l'école parce que ça puait trop. Leur rivière était tellement polluée qu'elle puait. Fait que leur projet, c'était de la dépolluer. Au Mexique, c'était des jeunes qui faisaient face à de la malnutrition tellement sévère que les gens sont gravement malades. Ils ont des gros problèmes de diabète, il y a des amputations. Fait que les jeunes voulaient trouver des façons de recréer des circuits alimentaires plus sains ou de créer des produits avec plus de densité nutritionnelle. Puis on dirait que j'étais intimidée moi-même face à la gravité de certains problèmes sociaux. Puis je me disais, qu'est-ce que moi, dans ma petite vie de banlieue puis urbaine confortable, j'ai vraiment adressé? Finalement, en regardant en moi, un événement marquant que je parle souvent, c'est ma grand-mère qui était atteinte d'Alzheimer. Puis même, en fait, le décès, j'ai réalisé mes 2 grands-pères sont morts de crise cardiaque. Tu sais, assez jeunes que moi, ma petite sœur, les a même pas vraiment... Elle n'a pas de souvenir de mes grands-pères. Puis moi, ma grand-mère, quand mon grand-père est décédé, sa vie s'est un petit peu arrêtée, puis ça a été un long déclin. Fait que comme enfant, j'ai été témoin des 2 scénarios, de sentir qu'il y a des gens qu'on aime qui partent, qui disparaissent de notre vie rapidement, ou qu'au contraire, il y a des gens qui meurent à petit feu autour de nous. Puis il y avait quelque chose de très triste là-dedans, parce que c'est des grands-parents qu'on aimait beaucoup puis qu'on voulait avec nous. Mais l'inquiétude profonde aussi, c'était est-ce que
c'est la vie qui attend aussi mes parents. Puis, il y a en moi un sentiment qu'il fallait que j'agisse, que je fasse quelque chose. Je me disais, je ne peux pas, à l'école, adresser les problèmes des autres ou développer des modèles sans essayer d'adresser quelque chose qui me touche personnellement. Fait que je m'étais assise avec mon grand frère, qui est prof en éducation physique, puis on se disait, il faut absolument faire quelque chose. Est-ce qu'on vit en bigénérationnel pour prendre soin de ma grand-mère? Est-ce qu'on change son alimentation? Comment on l'amène à bouger? Puis il m'avait dit, tu sais, Marc-Claude, c'est pas une pilule magique qui va aider, c'est pas une application pour développer les habiletés cognitives des aînés qui va sauver. C'est une des activités qui a les plus grands bénéfices, c'est la danse sociale. Parce que c'est complexe, il faut se coordonner avec d'autres humains, on socialise, on suit un rythme. Puis il y a vraiment quelque chose qui a été ancré profondément dans mon cerveau à ce moment-là, c'est de dire la solution va passer par nos actions. Ça ne sera pas une pilule magique, c'est nos gestes qui vont faire la différence. Fait que c'est quelque chose qui a été très marquant. Puis cela, je ne l'ai pas présenté jusqu'à maintenant, mais on dirait que je voulais vraiment le nommer, mais je trouve que les maladies chroniques qui mènent à des morts tristes, prématurées, je réalise que c'est une tristesse qui est intime, mais qui a une envergure sociale vraiment importante. Puis c'est des diapos que j'ai toujours enlevés parce que je n'avais pas le courage de les montrer, mais on dirait que j'ai envie de le présenter d'une façon qui peut-être va nous faire comprendre dans quel environnement on est rendu. Fait que, encore une fois, c'est sans surprise que l'inactivité physique, ça augmente les risques de maladies non transmissibles et de mortalité dans le monde. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que vous savez combien de décès par année sont attribuables à l'inactivité physique? J'ai la stat pour le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en ce moment, c'est 4 à 5 millions de décès par année. Puis, c'est dur de comprendre ce chiffre-là parce que il y a beaucoup de gens, en fait, qui nous challengeaient, qui disaient, en ce moment, il y a des problèmes urgents, il y a des feux de forêt, il y a des guerres dans le monde. Pourquoi vous n'en parlez pas? Puis, j'étais là, moi, rapidement, je me disais, je pense que la gravité des maladies chroniques, c'est un mal silencieux dont on ne réalise pas l'ampleur. Puis moi, personnellement, j'avais l'impression que de dédier ma vie à ça, c'était suffisant. C'était comme un programme assez grand pour l'adresser. Présentement, c'est estimé, même l'OMS, qu'il y a 1,8 milliard d'adultes dans le monde qui sont susceptibles de maladies chroniques à cause de l'inactivité physique. Juste par comparatif, je suis allée voir récemment les stats sur combien de morts sont dues aux conflits armés dans le monde. Puis je n'avais pas les chiffres, mais juste pour donner une idée ici, là, sur le graphique, c'est le pic dans les années 80, c'est le génocide du Rwanda. Le plus haut estimé, c'est 1,8 million de personnes. La guerre en Ukraine, le plus haut estimé a tué peut-être 400 000 personnes, ce qui est absolument dramatique. Moi, j'aime dire, la mort d'1 million de personnes est une statistique, la mort d'une personne qu'on aime est une tragédie. Fait que le but, c'est pas de comparer la souffrance puis de dire que les guerres sont moins importantes, mais c'est de dire qu'il y a des initiatives comme ton quartier qui adresse des trucs qui créent du lien social sont liés à une problématique d'envergure immense, en fait. Puis moi, ça m'a beaucoup animée de dire, si j'agis dans ma vie personnelle, je suis reliée à ce qui se passe en ce moment sur la planète. Fait que ma quête de vie, c'était vraiment de rendre visible une souffrance qu'on ne réalise plus, puis de comprendre pourquoi on ne la voit plus, mais surtout d'amener des solutions. Puis vraiment, ce qui m'a amené à agir, à passer à l'action, à dire je fonde ma compagnie, c'est quand j'ai lu des rapports de participation, encore une fois, qui montrent que les enfants bougent de moins en moins eux aussi, puis que le jeu libre extérieur, comme on l'avait connu à Laval, était en voie de disparition. Puis l'espérance de vie, en fait, il y a des estimés qui disent que nos enfants vont probablement vivre moins longtemps que nous. Fait que c'est ça. On dirait qu'en ce moment, j'en parle sans l'inquiétude qui m'oppressait avant parce que je suis profondément convaincue qu'il y a des solutions, puis c'est ce que je veux montrer aujourd'hui. Je ne vais pas finir la présentation, ne se finit pas ici. Fait que l'autre étape que j'avais appris en entrepreneuriat, c'est le design centré sur l'humain, de dire une fois qu'on a identifié un problème qui nous tient à cœur, il faut juste bien le comprendre. Avant même de penser à des solutions, il faut juste, avec une approche par empathie, faire des recherches pour comprendre le problème sur toutes ses coutures. Fait que j'ai commencé à faire des recherches effrénées, intensives, multidisciplinaires. J'allais à tous les salons en santé publique que je connaissais. Je suis allée au salon du sport de haut niveau. Et c'est là que j'ai rencontré Participation, qui racontait qu'ils ont fait une liste des 150 activités que les Canadiens faisaient chaque année, puis qu'on allait se promener dans le pays pour
les présenter puis faire bouger les gens. La fille me dit, on recrute en ce moment, puis je pense que ton profil nous intéresse, veux-tu embarquer? Puis là, j'ai réalisé que je pouvais être logée, nourrie, payée pour vivre sur la route avec des jeunes, puis apprendre sur le terrain en parlant à des milliers de personnes qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai. Puis elle dit, on part dans 8 semaines. Fait qu'on était, je pense, en novembre, puis il fallait que je vende tout. Bien, je laisse mon appart pour le 4 janvier. Fait que j'ai accouru, c'est supposé être un gif, là, je courais comme une folle parce que je voulais aller à la maison pour recruter ce jeune homme. À ce moment-là, il était à Banff, on se parlait par Skype, puis lui, il voulait vivre la van life. Puis j'ai dit, Vincent, si tu viens avec moi, on va être, c'est ça, payé, logé, nourri sur la route pour vivre ton road trip, puis on va être ensemble. Fait je l'avais connu parce que je cherchais un photographe de famille, justement, pour mon projet qui commençait à naître, là, Vivace. Je voulais un photographe de famille. Puis Vincent, lui, son parcours, c'est qu'il était ingénieur logiciel dans une grosse compagnie, super cool à Montréal. Puis il avait tout quitté pour partir un organisme humanitaire qui aidait d'autres organismes à promouvoir leur travail grâce à la photo puis la vidéo. Fait que Vince est parti en Inde puis au Népal. Il a vu le Myanmar aussi. Il ne savait pas faire de photos. Fait que ça montre un peu son esprit de « je me pitche dans le vide puis j'apprends en faisant les choses ». Puis dans l'espace de quelques mois, il est devenu un super photographe. J'aime ça le dire maintenant parce qu'il aime ça faire des niaiseries sur Instagram, mais je lui ai donné un petit peu de crédit quand même pour son travail. Fait que j'aimais ça de lui aussi, son approche, qu'il est allé dans des organismes, puis son but, c'était pas de régler leurs problèmes, mais c'était de les outiller, de les empower, puis de développer des compétences qui les rendent autonomes. Fait qu'on a travaillé sur nos CV comme des malades, on a été choisis, puis on partait sur la route. Fait que le travail, on débarquait avec une vanne, on avait des stations, puis on présentait différentes activités physiques. On l'a fait dans les plus gros endroits, les plus grandes villes de notre côté, Montréal, Toronto, comme dans des petites communautés acadiennes. On présentait des sports comme du hockey, mais de la planche, du surf, du tennis en chaise roulante, puis aussi des activités autochtones. C'était vraiment trippant. On a découvert énormément de choses, puis on a parlé autant à des jeunes enfants qu'à des personnes âgées. Fait que ouais, c'est juste un petit montage pour montrer un peu l'énergie de la place. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans nos temps libres, on avait énormément de temps ensemble, on était tout le temps ensemble. On était absolument obsédés par les saines habitudes de vie. On faisait juste lire là-dessus. On testait des affaires, on essayait de mieux manger, de bouger, même dans une chambre d'hôtel. Puis c'est là qu'il y a un déclic qui a commencé à se passer. J'écoutais un podcast sur la route d'une biomécanicienne qui s'appelle Cathy Bowman. C'est une Américaine qui est vraiment connue dans son domaine, mais pour moi, c'était tout à fait nouveau. Puis elle dit, ce qui est compliqué dans le domaine de l'activité physique, c'est qu'il y a des athlètes sédentaires. Fait que je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept-là, c'est qu'elle dit, en recherche en ce moment, c'est vraiment dur de savoir si les gens sont actifs, parce que même quand on regarde des athlètes ou des gens qui bougent de haut niveau, même eux, il y a une grosse partie de leur temps qui est passée assis sur un divan en dehors des entraînements. Fait que comment est-ce que tu évalues le niveau d'activité physique finalement? Est-ce que c'est l'ensemble des mouvements dans la journée ou est-ce qu'un mouvement de haute intensité peut être suffisant? Fait que ce qu'ils ont réalisé, c'est que la majorité des gens, même les gens qui bougent beaucoup, vont être sédentaires dans leur journée, il va y avoir un pic d'activité physique, puis le reste, on ne va rien faire. Puis elle dit souvent, en santé publique aussi, le problème, c'est qu'on va dire aux gens, il faut bouger au moins 1 heure par jour. Mais ça va devenir la cible, de dire « Ah, OK, j'ai bougé mon heure dans la journée, je me sens plus coupable, je peux ne rien faire. » Fait que c'est vu comme la cible, mais elle dit on oublie qu'il y a toutes ces heures-là de la journée. Mettons, on peut exclure le temps qu'on dort, là, mais il y a les autres heures de la journée qu'il est supposé se passer quelque chose. Fait qu'elle dit avant, l'humain passait beaucoup de temps à bouger pour vivre. Maintenant, ça a complètement disparu. Fait qu'on dit aux gens qu'il faudrait faire de l'exercice. Mais s'il faut dire aux gens de bouger plus, est-ce que c'est réaliste de dire qu'on est supposé bouger 10 heures par jour? La réponse, on sait que c'est non. L'autre auteur qui m'a beaucoup influencé à cette époque-là, c'est qu'il a dit, c'est un auteur dans le monde du paléo, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a dit « On est programmé pour manger plus et bouger moins. » On est programmé pour manger plus et bouger moins. Fait que c'est dans notre nature de vouloir rien faire. Puis il y a vraiment un déclic qui est arrivé à ce moment-là dans ma tête parce que je réalisais que les discours en santé publique nous disaient l'inverse. Tu devrais manger moins et bouger plus. Mais si on est programmé pour ne pas le faire, c'est pour ça qu'il y a de la résistance. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive? On se fait des résolutions actives. On se dit, là, c'est là que ça se passe. On s'inscrit au gym, on achète une nouvelle bébelle. On est super enthousiaste.
Même qu'on trouve ça plate, tu sais, souvent au gym, fait qu'on fait du vélo devant une télé ou on met les enfants devant des jeux vidéo en se disant, on va contourner le problème. Mais après un certain temps, on est complètement découragé, nos trucs ramassent la poussière puis on les cache dans le sous-sol de plus en plus loin. Et ce cycle-là s'appelle de l'impuissance apprise, où on vit ce cycle-là une couple de fois, il n'y a pas de changement qui arrive, puis après, on arrête même d'essayer finalement. Fait que Cathy Bowman, elle essayait d'amener l'idée que le potentiel de mouvement, il est là, il n'est pas juste dans le gym et même les sports, en fait. Fait que c'est quoi les mouvements du quotidien? À l'époque, j'étais bien inspirée par le mouvement des mouvements naturels. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ramenaient des mouvements de comment se mouvoir au sol, grimper aux arbres, transporter des charges lourdes, lancer des choses, même des sports de combat en nature. Le squat est aussi un mouvement qui est beaucoup vénéré dans ce domaine-là. Puis moi, à l'époque, une des seules raisons que je m'intéressais au squat, c'était parce que j'étais catcher au baseball, je faisais du powerlifting puis du yoga. Fait que moi, je me disais, c'est très utile de savoir squatter. Fait qu'en tournée, dans les chambres d'hôtel, je me tenais sur les bases de lit pour améliorer mon squat. Mais pour moi, c'était juste une façon d'améliorer ma performance sportive, sincèrement. Puis même, Cathy Bowman, elle faisait des podcasts en marchant, puis je la trouvais un peu crinquée, là. Tu sais, j'étais comme, OK, elle va trop loin, mais c'est quand même intéressant ce qu'elle vient de dire. Puis c'est quand on est revenu à Montréal que là, les changements ont commencé à s'intensifier. J'ai lu son livre « Movement Matters » qui faisait la promotion de sa vision du mouvement. Puis c'est dans ce livre-là qu'elle explique que l'humain est ingénieux. Justement, on ne veut pas dépenser d'énergie pour rien. On veut pas juste dilapider les calories qu'on a normalement accumulées dans la nature en travaillant super fort. Fait qu'on invente toutes sortes d'objets pour faire moins d'efforts, pour nous simplifier la vie. Puis elle montrait même l'exemple très banal d'une poche à thé que juste pour s'éviter le trouble de récurer notre tasse, on invente chaque petite bébelle pour juste rajouter de la facilité puis du confort dans notre quotidien. Mais là, ce qui arrive, c'est que les objets du quotidien commencent à s'accumuler. Même une fourchette, on s'en rend plus compte, mais normalement, on pourrait manger avec nos mains, puis il y a même plein de bénéfices à faire ça. Fait que même la fourchette nous enlève une certaine dextérité qu'on aurait peut-être. Fait qu'elle voulait montrer que bouger, c'est pas juste dans des gros trucs intenses, mais c'est dans tous les petits gestes qu'on est supposé faire en contact avec notre environnement. Et qu'est-ce qui arrive finalement? C'est que nos maisons sont conçues souvent autour d'une télévision et le roi de la place, c'est le divan. Fait que nos environnements sont faits pour qu'on s'assoie. Fait que si vous avez toujours envie de vous asseoir, sentez-vous pas mal. On est programmé pour ça, puis on a créé des environnements qui nous permettent de vivre sans bouger. Puis il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient, mais c'est quoi le problème avec le confort? Pourquoi c'est un problème? C'est génial d'être confortable. Puis une des images qui est vraiment puissante, c'est de réaliser que, je vais montrer une série d'images qui illustrent le problème du confort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants vont squatter naturellement. Fait qu'il y a beaucoup d'adultes qui me disent, mais moi, je ne suis pas capable de squatter. Je suis juste faite comme ça, je ne suis pas capable. Mais les enfants sont capables de squatter et je vous garantis que quand vous étiez enfant, très fort probablement, vous squattiez sans vous en rendre compte. Et dans des cultures qui vivent au sol avec moins de mobilier, même des personnes âgées d'âge avancé peuvent squatter simplement. Ça, c'est la photo que je montre toujours parce que je l'adore. Fait qu'est-ce qui arrive entre les deux? Mais c'est la culture de la chaise. Les enfants, dès qu'ils naissent, sont mis dans des sièges pour bébés, vont utiliser des chaises, puis vont même prendre leur poupée puis leur enseigner ça finalement. Mais c'est qu'au fil du temps, souvent, c'est ce qu'on gagne en confort, on va le perdre en capacité physique. Les personnes âgées, dans le fond, on va commencer à inviter. C'est vraiment un cercle vicieux parce qu'on a de la misère à s'accroupir puis à s'asseoir. Fait qu'on va inventer d'autres gadgets qui nous permettent de moins nous accroupir. Même les sièges de toilette, maintenant, les cuvettes sont plus hautes qu'avant, puis on appelle ça des sièges confort. Mais ce qui arrive, c'est que, ça, c'est un exemple assez puissant, mais les chutes chez les personnes âgées, je l'ai découvert en faisant la présentation, mais c'est une des principales causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que quand on tombe, le risque de mortalité est vraiment élevé. La chance qu'une personne âgée décède après une chute, c'est de 1 sur 10 dans les 30 jours, puis de 3 sur 10 après 1 an. Fait que c'est vraiment ça qui est difficile de l'affaiblissement dû au confort, c'est que on peut juste le voir quand on zoome out puis on regarde sur plusieurs années.
j'aime aussi cette citation-là qui dit « On façonne nos outils et nos outils nous façonnent en retour ». Fait que de réaliser que tous les objets qui nous entourent ne sont pas neutres et ils ne sont pas juste positifs non plus. Ils font des tâches pour nous que notre corps a pu à faire, puis cette perte de capacité-là nous affecte. Fait que c'est là que nous, les expérimentations ont vraiment commencé. Quand j'étais chez ma belle-sœur qui avait vécu au Japon, on avait mangé au sol sur une table basse, puis j'avais adoré l'expérience. Fait que je suis revenue. Ça, c'est la table standard de mon appartement. Puis on a décidé de couper les pattes. On l'a viré de bord. On est allé chez mon père dans son garage, puis on est revenu à la maison avec une table basse. Fait qu'on a commencé à prendre tous nos repas au sol. J'ai même plusieurs photos on faisait des pique-niques dans la maison, puis on mangeait directement par terre. Puis ça nous permettait de nous accroupir davantage, puis de se placer dans plein de positions différentes. On a aussi fait le même exercice avec notre lit. Je dormais dans un lit simple pendant longtemps sur une base de lit. On s'est entraîné à dormir par terre. On a mis d'abord notre matelas au sol, puis éventuellement, on a acheté un matelas japonais qui est encore plus mince que ça, en fait, que ça a l'air à l'écran, avec nos couvertes dans notre appart de Montréal. Mais ce que je capotais, c'est un peu à la japonaise, j'ai su que les Japonais aussi rangeaient leur matelas pendant la journée parce qu'ils vivent dans des petits espaces. Fait qu'on rangeait notre matelas et ça faisait qu'on avait une pièce entière de plus pendant la journée. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir du fun parce qu'on avait un 4,5 très ordinaire à Montréal. Les appartements valaient même pas tant cher à ce moment-là, mais je capotais de dire « Hey, je consomme moins » parce qu'on n'a plus de base de lit, on n'a plus de matelas qui vaut des centaines de milliers de dollars des fois, des milliers de dollars des fois. Plus besoin d'une table de chevet. Il y a plein d'objets. Quand tu en enlèves un, tu en enlèves plein. Puis là, on avait une pièce de plus en journée pour s'asseoir au sol, s'étirer, on faisait du yoga. Nous, on tripait bien raide. Fait que là, le divan, ça a quand même pris 1 an. C'est 1 an plus tard, parce que je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. On a commencé par enlever les pattes. Puis à un moment donné, bien, je l'ai vendu, puis j'ai vendu à bon prix. Puis à la place, on a acheté un divan de jeu. Fait que souvent, les familles connaissent ça, mais nous, on l'a acheté avant d'avoir un enfant. Fait que c'est super populaire en ce moment, c'est des divans modulables. Fait que les enfants peuvent faire des cabanes avec puis les utiliser de plein de façons. Fait que nous, on s'est dit, encore une fois, on s'accroupit davantage, puis on peut se placer dans plein de positions différentes dans notre salon. Aussi, le bureau y est passé parce qu'on travaillait de la maison. Fait que les bureaux assis debout, c'est plus tant nouveau là, dans les espaces de travail, mais c'était quand même assez tôt. Fait qu'on a testé plein d'aménagements. Moi, j'aimais beaucoup avoir un coffre au lieu d'une chaise parce que pour être en hauteur, parce qu'on peut placer nos jambes de plein de façons différentes. Le coffre lui-même pouvait servir de bureau de travail. J'aimais être directement par terre aussi. Puis on testait, comme des enfants en fait. On était beaucoup inspirés du monde du jeu libre avec des enfants. On avait des systèmes qu'on appelle ouverts et polyvalents, qu'on pouvait configurer de plein de façons. Fait que le but dans la journée, c'était de multiplier les postures puis les mouvements. Aussi, j'étais très intéressée de passer plus de temps debout en travaillant. Fait qu'on a peinturé un meuble en tableau. Souvent, on le fait quand on a des enfants pour qu'ils dessinent, mais c'est nous qui avons dessiné là pendant des années. On se faisait des meetings debout parce qu'on a réalisé aussi que ça favorisait bien la créativité. Fait qu'on essayait d'utiliser l'espace de plein de façons différentes. Puis juste pour ajouter du fun, bien, on a mis un jeu de dard, un panier de basket, des anneaux olympiques ou pour se dégourdir entre des séances de travail, bien, on jouait un petit peu dans l'appartement. Vince faisait de la jonglerie, du kendama. Puis, pour vrai, tout y est passé. On s'est dit comment chaque pouce carré de notre appartement peut nous faire bouger. Puis, on est même allé jusqu'à rajouter des obstacles dans notre corridor. Nos parents ne tripaient pas vraiment, mais on a réalisé que le sol n'est pas supposé être plat tout le temps. Fait qu'on se faisait des parcours, puis on enjambait des obstacles. Ça n'a pas duré si longtemps, mais on l'a testé. Nous, c'était s'il y a une idée qui vaut la peine, on va l'essayer. On a aussi questionné la toilette. Parce que le squat, c'est la posture naturelle pour faire nos besoins. Puis, moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était les pubs de Squatty Potty. Je pense que c'est 2015, là, il y avait une pub avec une licorne là, qui a été virale. Là. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'on ne peut peut-être pas baisser la toilette, comme dans certains pays, parce que la plomberie, on n'a pas le même système de plomberie. Mais là, la mode, c'est au moins d'élever nos jambes. Fait que ça facilite le transit. Fait qu'on avait mis un Squatty Potty aussi dans la maison. Toutes ces expérimentations-là, puis il y en a d'autres aussi, parce on testait aussi le pied nu. On commençait à partager sur les médias sociaux, puis là, on commençait à avoir des réactions, en fait. Au début, pas beaucoup, parce qu'il y avait juste la mère à Vince qui nous écoutait. Puis là, il y a de plus en plus de gens qui essayaient des affaires. Puis il y a un gars qui m'écrit, puis il a dit « J'ai changé mon matelas,
Mais là, je dors plus depuis 3 semaines. Je dors mal, je suis pas confortable, je déteste ça. Sur le coup, je me sentais vraiment mal. Je peux la prendre là, puis si je peux y répondre dans le flot de l'histoire, je vais le faire. Oui. Il y a même le mari d'une amie qui est militaire qui lui manque, il a littéralement une jambe plus courte que l'autre. Fait que c'est dur de s'asseoir au sol. On a eu beaucoup de réflexions, d'adaptation, fait que je pense que je vais l'adresser à la fin. Mais effectivement, le contexte, c'est qu'on était quand même en pleine forme, mais il y a des choses qu'on n'était pas capable de faire. Puis dormir au sol initialement, c'était quand même... En fait, j'ai reframé le confort dans ma tête. Il faut distinguer inconfort et douleur. Puis quand je m'entraînais à dormir au sol sur mon tapis de yoga, ça pinçait dans mes hanches, mais dans ma tête, j'ai tourné ça en « ça me fait du bien, ça détend mon corps, puis je construis ma résilience ». Fait que vraiment de distinguer, est-ce que c'est inconfortable ou est-ce que c'est douloureux? Puis si c'est douloureux, c'est comme un autre set d'actions. Fait que c'est ça. Fait qu'il dormait mal, je me sentais super mal. Fait que là, je me suis mis à chercher des solutions comme une folle parce que je me disais, je pense que c'est quand même la bonne chose parce que je suis pas mal sûre que l'humain a évolué sans matelas. Toute notre évolution, il n'y avait pas de matelas. Fait que je vois pas pourquoi un matelas serait mieux pour nous. Fait que je cherchais une photo sur le web qui allait montrer, là, elle est floue parce que je ne l'avais pas encore trouvée, là, d'un humain qui dort directement sur le sol, du sol tapé, comme la preuve pour me rassurer qu'on est fait pour dormir comme ça. Mais ce qui est arrivé finalement, c'est que les recherches ont duré 6 mois de temps. Je suis devenue obsédée sur le sujet du sommeil. Puis c'est ça aussi, ça m'a ouvert un nouvel univers. Ce qui arrive, c'est que c'est excessivement difficile de trouver des photos de gens qui dorment. Parce que c'est un peu creep de prendre des photos de gens quand ils dorment. Puis c'est pas un sujet d'étude qui est si élaboré que ça. Pas dans des communautés, en tout cas. Fait que j'avais de la misère à trouver les photos que je recherchais. Puis je suis tombée sur les travaux d'une femme qui s'appelle Carol Wortman. C'est une anthropologue de la nuit. Puis elle écrivait des textes scientifiques qui avaient ce genre d'extrait-là où elle décrivait qu'il y a des communautés chasseurs-cueilleurs ou ailleurs dans le monde qui dormaient avec peu de choses, par exemple. Elle décrit les positions de sommeil, elle décrit qu'il y a des peuples qui dorment sans couverte, sans oreiller. Mais c'est intéressant, mais c'est pas visuel. Je voulais des photos. Mais ce qui est ressorti des travaux avec elle, c'est qu'elle disait une phrase du genre « dormir dans un lit de 10 pouces d'épais, surélevé, c'est anormal. C'est pas anormal, mais c'est atypique dans le monde en ce moment. Puis à l'échelle de l'humanité, c'est tout nouveau, mais on s'en rend pas compte. » Puis elle mettait de l'avant finalement le concept de weird. Pour ceux qui nous connaissent, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont familiers avec ce concept-là. Mais c'est un acronyme qui a été sorti par des chercheurs pour dire que c'est les peuples occidentaux, fait que western, occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques. Le professeur s'appelle Joseph Henrich, c'est un professeur en biologie évolutive à Harvard. Ils ont analysé des échantillons en psychologie, je pense que c'est psychologie puis économie, en sciences sociales. Leur constat, c'est que 96 % des participants analysés, c'est des Occidentaux. Puis de ces 96 %-là, 70 % c'est des étudiants universitaires parce que des profs, quand ça fait des recherches, ils ont besoin de faire des sondages ou des analyses, puis ils prennent souvent les gens qui ont autour d'eux, fait que c'est des étudiants. Le problème avec ça, c'est que les Occidentaux, on ne représente que 12 % de la population mondiale, alors que les études scientifiques, souvent en anglais, sont vues comme des universels. Fait qu'on se base sur les Occidentaux pour décrire la nature humaine, mais son constat, c'est que quand tu compares avec d'autres cultures, ce qu'on prend pour acquis ici peut être très différent ailleurs. Puis là, il parle dans la psychologie. Là. Fait que si tu analyses un peuple individualiste, il ne va pas donner les mêmes, il va pas réagir de la même façon que des peuples collectivistes. Fait que ça nous donne une vision qui n'est pas juste limitée, mais qui est potentiellement même erronée sur la nature humaine. Fait que, en résumé, c'est nous les weird. Fait que l'idée de dormir sur un matelas industriel, Carol Wortman en amenait cette idée-là de c'est la norme, mais c'est nous qui est bizarre quand on compare avec d'autres cultures. Fait que, en comprenant ce concept-là, je continuais de chercher des images, puis je suis finalement tombée sur ces photos-là. C'est les Hadza en Tanzanie qui sont beaucoup étudiés comme les chasseurs-cueilleurs.
Puis on voit un jeune qui fait une sieste, ça. Puis j'avais pas vu initialement, mais il y a une maman avec son bébé, peut-être qu'elle allait, je suis pas sûre, là, mais dans une hutte qui a l'air assez rudimentaire. Puis le chercheur qui avait ces photos-là, c'est David Sanson. C'est un jeune qui étudiait le sommeil des primates, puis il étudiait aussi le sommeil des humains. Puis j'ai dit, est-ce que je peux utiliser tes photos? Puis est-ce que tu peux venir au podcast? Puis je lui ai demandé de me parler de l'évolution du sommeil humain. Puis pour vous dire à quel point je connaissais rien de l'histoire de l'humain, je lui ai demandé, si vous voulez écouter, vous allez m'entendre, je lui demande si l'humain a déjà dormi dans les arbres. Parce que je me disais, puis je pense qu'il a été poli puis il a dit « bonne question », mais en fait, il dit, dans notre physionomie, l'Homo sapiens, on n'a pas vécu aux arbres. Ça faisait longtemps qu'on était au sol. Puis c'est vraiment plus loin, les primates, il y a encore des primates qui dorment dans les arbres, là. Je ne savais pas depuis quand l'Homo sapiens existe. Je n'avais aucune idée. Fait que je ne sais pas si je peux poser la question, en fait, là, combien de milliers d'années a l'Homo sapiens, notre espèce à nous? On a 200 000, 300 000? La date change. Il y a des textes qui donnent 150 000, mais là, ils font une découverte scientifique, puis là, ça recule, puis ça recule. En ce moment, c'est 300 000. C'est 300 000 ans. Puis ce qui explique, c'est que pendant pendant toute notre évolution, on a dormi non seulement au sol, pas dans les arbres, mais on a aussi dormi avec d'autres humains. Puis ce qui expliquait, c'est que avant le feu, c'est d'être avec les autres qui nous sécurisaient. Puis ça a été un peu un glitch dans mon esprit parce qu'encore une fois, j'étais une jeune fille introvertie, puis je n'étais pas rendue là encore dans mon processus de m'imaginer dormir avec d'autres personnes. Mais quand je racontais ces exemples-là, il y a beaucoup de personnes de d'autres pays, il y a des gens qui m'écrivaient, qui me disaient « Moi, je suis mariée avec ma femme est indienne. Quand on retourne dans sa famille, on dort dans les lits. Il y a des lits communs, là. Chacun a sa couverte. Et quand il y a des invités, il y a beaucoup de peuples que tu dors dans le lit des invités. Il y a des ordres, des fois, attribués. Il y a des tribus qui dorment tout le monde ensemble. Il y en a que c'est les enfants séparés, les femmes séparées des hommes avec les enfants. Fait il y a toutes sortes de configurations, mais dans la majorité, il y a beaucoup de pays à ce jour, puis dans toute notre histoire, on a dormi avec d'autres personnes. Puis dans son talk, il a nommé le mot « mismatch », puis ça aussi, c'est un concept qui m'est resté en tête. Puis j'ai commencé à faire des recherches additionnelles. Il dit « on est en contexte de discordance, le evolutionary mismatch », fait que discordance évolutive. C'est notre corps en ce moment, on ne vit plus comme on est supposé vivre. Puis je ne savais pas plus que ça sur le concept, fait que j'ai fait des recherches, puis je suis tombée sur le livre de Daniel Lieberman. Lui, il a étudié l'histoire du corps humain, fait que c'est un paléoanthropologue. C'est un spécialiste de comment notre corps s'est développé dans le temps. Il y a même une spécialisation pour les pieds. Il s'appelle le Barefoot Professor, c'est comme le prof nu-pied. Il est beaucoup sur la course pieds nus. Puis lui, ce qui explique aussi, justement, ça concordait très bien avec ce que j'avais appris de Cathy Bowman. Son point, c'est que le corps humain, en ce moment, les objets nous affectent puis nous rendent malades, en fait, dont il analyse beaucoup les souliers humains. Fait que c'est grâce à lui que j'ai appris un petit peu plus sur l'histoire de l'humain. Puis juste pour comprendre pourquoi on ne connaît pas l'histoire de l'humain, ça, c'est un graphique souvent qu'on va voir à peu près à l'école. Hein? On va voir l'histoire humaine. Il va y avoir l'histoire. Fait que là, c'est 3000 ans, mais souvent, c'est 10 000 ans. C'est l'agriculture. Puis la préhistoire, c'est l'affaire qui s'est passée il y a vraiment longtemps, qui est souvent tronquée. Mais si on regarde le timeline, mettons que ça, c'est 3000 ans qu'on étudie. Ici, là, l'histoire de la lignée humaine, c'est des millions d'années. Juste en proportion à quel point c'est absurde. Puis je pense que c'est pour ça que notre conception de l'histoire humaine est déformée. C'est qu'on apprend énormément sur l'histoire, puis on a l'impression que 10 000 ans, c'est énorme. Mais ce que Daniel Lieberman explique, c'est qu'au point de vue évolutif, 10 000 ans, c'est même pas assez pour amener des changements fondamentaux dans notre corps. Fait que les objets qui nous entourent en ce moment, c'est weird. On n'a pas évolué avec ces objets-là. Puis, ils peuvent être neutres, mais ils peuvent aussi nous nuire, dans le fond. Fait que moi, j'ai commencé à être obsédée à étudier cette portion-là, puis à l'étirer un peu plus. Puis quand on met le timeline sous sa réelle, sa vraie représentation, ça ressemblerait plus à ça, en fait. Fait que c'est des millions d'années qui ont mené à une évolution de centaines de milliers d'années comme Homo sapiens.
puis l'histoire, c'est un glitch, là. Mais ce que j'aime dire maintenant, c'est que la préhistoire, c'est presque toute l'histoire. Puis il y a des beaux livres qui sont écrits là-dessus. J'ai même trouvé récemment un livre sur l'époque médiévale qu'on appelle la Grande Noirceur, qui n'était pas si noire que ça. Fait qu'on peut beaucoup questionner l'histoire qu'on apprend à l'école. Puis il y a beaucoup de temps qui devrait être accordé à notre vie de chasseur-cueilleur. C'est souvent présenté comme des êtres primitifs, sales, idiots, moins évolués. Mais c'est le contexte qui nous a façonnés comme humains, puis qui fait qu'on peut être bien. Fait que oui, c'est ça, la vie de chasseur-cueilleur. Fait que la prémisse de Daniel Eberman, puis c'est une vision écosystémique, je pense, qui va résonner beaucoup avec ce que vous faites, là, c'est qu'un être vivant dans son habitat naturel va être en santé. Fait que si on vit en mismatch, si on ne vit pas dans l'habitat naturel qu'on est supposé vivre, ça va mener à des maladies. Fait que le evolutionary mismatch amène des mismatch diseases. Fait que Daniel Eberman a même écrit des articles scientifiques où il voulait parler au monde de la médecine, puis de dire, en ce moment, nos corps sont weird, puis il faut que la médecine commence à réaliser que notre mode de vie ne concorde pas, puis c'est pour ça qu'on a plein de maladies. Il faut arrêter de traiter les symptômes, puis changer l'environnement dans lequel on vit. Puis il y a des chercheurs, il s'est associé à des chercheurs pour cet article-là qui ont étudié justement des peuples autochtones. Ils ont beaucoup étudié les Tchimanés en Bolivie. Puis ils ont fait plein de tests de santé sur ces peuples-là pour réaliser qu'ils sont en magnifique santé, même à un âge avancé, qu'ils ont presque peu de maladies chroniques. Je pense que l'Alzheimer, tu sais, que ma grand-mère avait, puis que quand je raconte tout ça, il y a plein de gens qui me disent « ma grand-mère l'avait, mon grand-père l'avait ». Des fois, ils ont des cas que c'est presque peu détectable dans les populations. Fait que moins d'artériosclérose, d'hypertension, moins de déclin cognitif, il n'y a presque jamais d'obésité, il n'y a pas d'inflammation chronique. Fait que des maladies chroniques qu'on associe ici juste au simple vieillissement, dans ces peuples-là, ça ne l'arrive pas. Puis, évidemment, bien, il associe ces résultats-là au style de vie, notamment à l'activité physique. Fait que, par contraste, qu'un humain dans son habitat naturel va être en santé. Par contraste, aujourd'hui, je pense que c'est évalué qu'on a à peu près 90 de notre vie à l'intérieur. Puis je pense que c'est même généreux. Je pense que c'est encore plus que ça. Maintenant, j'essaie d'appeler les maladies chroniques autrement. C'est vraiment des maladies de style de vie. Puis même, je trouve le mot maladie de civilisation, c'est un terme qui est utilisé que j'aime beaucoup pour nous faire réaliser que le progrès humain puis ce qu'on appelle civilisé, en fait, ça a des répercussions. Puis pourquoi on s'en rend plus compte de ça? Un magnifique exemple vient de Cathy Bowman, le film Free Willy. En français, je ne sais pas c'est quoi, Libérer Willy, non? Sauver Willy. Je ne sais pas si vous savez que son aileron, qui est courbé, qui rendait Willy vraiment spécial, c'est pas parce qu'il est né comme ça, c'est parce qu'il est en captivité. Les épaulards, en nature, ont des ailerons droits parce qu'ils peuvent bouger et sprinter, puis ça forme leur corps. Ça, c'est un épaulard malade. C'est un épaulard que son corps a été transformé par son environnement. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec nos souliers. Là, je vous invite à écouter l'atelier. Nos souliers déforment physiquement nos pieds. Fait une des raisons pourquoi on ne s'en rend pas compte qu'on ne vit pas dans notre habitat naturel, c'est qu'il y a une normalisation de la maladie. Si les chercheurs étudiaient juste des épaulards en captivité, ils viendraient à croire que les épaulards ont un aileron courbé. C'est la même chose avec les humains. On va souvent l'entendre, « Ah, mais j'ai mal au dos, mais c'est normal, tout le monde a mal au dos. Ah, je fais de l'anxiété, on va normaliser l'anxiété. Ah, c'est normal. Ah, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de déficit d'attention, il y a des maladies qui tuent, mais il y a des maladies aussi, des bobos au quotidien qu'on prend, qu'on accepte comme normal, puis on n'agit plus dessus parce qu'on regarde autour de nous, puis les gens, tout le monde les a. Mais c'est parce que tout le monde, on est tous malades parce qu'on sait créer notre propre captivité. Il y a même, Cathy Bowman, elle explique même que dans les livres universitaires qui enseignent la biomécanique, par exemple, on va décrire les capacités physiques humaines d'une certaine façon, mais encore une fois, c'est juste basé sur des occidentaux. Fait qu'on va dire, la cheville est capable de se plier dans tel angle,
Mais après ça, tu vas étudier des peuples qui grimpent aux arbres, puis leur cheville est vraiment plus flexible que ce qu'on enseigne dans les manuels. Fait que les manuels enseignent carrément une vision du corps qui est déformée. Puis l'autre chose, ça, c'est quand même beaucoup parlé, mais c'est l'illusion du progrès. C'est le sentiment que les technologies, que l'humain, il progresse constamment. Puis quand on étudie Daniel Lieberman, son message, c'est que l'évolution, il y a aussi des régressions. Puis l'humain, en ce moment, on est dans un cycle où on empire notre situation. Puis comme David Samson aussi en parle aussi, un animal qui ne vit pas dans l'environnement dans lequel il devrait vivre est menacé d'extinction. Fait que souvent, on est triste pour la biodiversité, les animaux qui meurent en ce moment, mais nous-mêmes, on est un animal où on est possiblement sur la voie de l'extinction si on ne change pas nos habitudes. Puis l'ultime coût du confort, mais Marc-Claude en parlait, puis c'est pas une surprise non plus, c'est que oui, la science nous fait vivre plus longtemps, mais on passe plus d'années en mauvaise santé, en fait. OK. Fait que là, à partir de là, encore une fois, je pense qu'il y a des solutions tout le temps. Je me suis demandé, mais c'est quoi un humain qui vit dans son habitat naturel? Parce que je ne savais pas vraiment c'était quoi une vie de chasseur-cueilleur. Fait que je me suis mis à chercher des photos. Puis je voulais comprendre c'est quoi les mouvements d'un humain dans le quotidien. Puis ces photos-là, c'est principalement le peuple Hadza qui était étudié. Mais des photos comme ça de différents peuples, vous pouvez en trouver plusieurs. En fait, j'en ai des centaines. Je pourrais vous les partager aussi, là. Mais s'il y a une catégorie de mouvement, c'est qu'on va tout simplement bouger pour vivre. Fait qu'avant, l'alimentation, c'était on la chassait, on la cueillait. Il y avait aussi des horticulteurs. Juste creuser pour trouver des tubercules, c'est très énergivore. Puis souvent, c'est un travail de femmes. Puis il y a des femmes âgées qui sont capables de le faire jusqu'à un âge très avancé. Juste toute la transformation alimentaire, créer des abris, tout ce qu'on faisait impliquait du mouvement. On bougeait aussi pour créer. Fait que c'est fou de penser que tous les outils qu'on utilisait, c'est nous qui les fabriquions à partir de matériaux naturels qu'on trouvait dans la nature. Mais l'humain crée aussi puis bouge, pas juste pour une fonction utilitariste, mais aussi pour créer de l'art, pour embellir ces choses. Fait que souvent, on a une vision que nos ancêtres, encore une fois, étaient sales, mais ça remonte même pas à l'Homo sapiens. Il y a des peuples humains avant, là, dans la lignée Homo. Ça fait longtemps que l'humain a des rituels très élaborés par rapport à la mort, qui vont embellir leurs objets, qui vont décorer ce qu'ils possèdent. L'humain était sensible et philosophe et créateur depuis des millénaires. On bougeait aussi beaucoup pour jouer, tout simplement. Les enfants sont faits pour être en périphérie de la vie des adultes. Puis souvent, les jeux des enfants chasseurs-cueilleurs sont différents des jeux des enfants occidentaux. Un chercheur spécialiste d'anthropologie de l'enfance a vu que les enfants occidentaux sont plus dans les jeux imaginaires. Des fois, ils vont créer des mondes imaginaires, alors que des enfants de chasseurs-cueilleurs, leur jeu va beaucoup être une représentation de la vie des adultes parce que c'est la forme d'apprentissage où ils vont faire des gestes simples, puis les gestes vont se complexifier dans le temps. Les activités physiques, les sports vont se complexifier dans le temps. Fait qu'un enfant qui va apprendre à chasser. Mais il y a beaucoup d'images aussi de jeunes d'enfants chasseurs-cueilleurs là, qui, à l'âge de 5 ans, sont capables de couvrir le tiers des calories nécessaires parce qu'ils sont capables de chasser des petits rongeurs, capter des mollusques, ils sont capables de faire des feux, ils sont capables de se nourrir eux-mêmes. Fait que ce chercheur-là, spécifiquement, s'appelle David Lanty. Il dit « Les gens ne réalisent pas qu'aujourd'hui, les parents, on est devenus des serviteurs de nos enfants. On est à leur service, là. Parce qu'avant, les enfants avaient beaucoup plus d'autonomie puis jouaient librement. » Et une autre grande catégorie de mouvement, c'est tout le mouvement pour ce que j'appelle maintenant communier. Encore une fois, c'est pas juste de l'expression artistique de la danse, de se réunir, mais d'être ensemble dans une vision comme symbolique, sacrée. Que même les célébrations, c'était dans le mouvement. Puis éventuellement, je suis tombée enceinte. Puis Vincent, ça l'a redoublé son ardeur à faire quelque chose parce qu'il réalise qu'on peut léguer le confort en héritage. Fait que la phrase qui est sortie, c'est « ce qu'on ne règle pas, on le lègue ». Fait qu'il y a quelque chose en lui qui s'est activé, puis on a commencé à analyser la vie des yeux de notre futur enfant, puis on s'est dit, il faut être en mouvement pour notre enfant. Fait qu'on a juste continué de faire tout ce qu'on faisait. Fait qu'enceinte,
Je marchais tout le temps, je transportais des choses lourdes parce que je me disais, après, je vais porter mon enfant dans mes bras. Fait que ma bédaine qui grossit, c'est mon corps qui devient plus fort pour ensuite porter mon enfant. J'ai continué de vivre au sol. Notre appartement n'a pas changé quand je suis devenue enceinte. C'était la même chose. On s'entraînait, on vivait au sol. Même que dans mes recherches sur le sommeil, un homme qui était tout le temps référencé, c'est James McKenna. C'est un anthropologue, lui aussi. Puis c'est un spécialiste du sommeil, du cododo, dans le fond. Puis il expliquait que le cododo, c'est comme ça qu'on a évolué. Puis il montre de façon sécuritaire comment dormir. Puis il dit, le meilleur setup, c'est au sol. Avec, lui, c'est cette configuration-là. Nous, notre enfant est au milieu, là. Mais la mère, pas d'objet autour, l'enfant pourrait s'étouffer. Puis j'ai comme revu cette photo-là, puis je me suis dit, bien, c'est de même, c'est déjà comme ça qu'on dort. Fait que quand notre enfant est né, on n'a pas acheté de bassinette, on l'a juste mis dans notre lit. Fait que notre liste de shower de bébé, là, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait presque rien dessus. J'ai aussi décidé, bien, j'allaitais. Bon, ça, c'est un gros chapitre, là, mais c'était pas si facile, mais on a fait l'allaitement, on en a écourté beaucoup de peau à peau parce que l'enfant, le contact proximal avec la mère est super important. Puis on vivait sans poussette. Puis ça, c'était pour bouger plus puis être plus forte, mais c'est aussi parce que tout simplement dans les rues de Montréal, une poussette en hiver, je trouvais ça ridicule. Puis le nombre de parents que j'ai vus traîner une poussette alors que l'enfant part en courant puis ne veut pas être dedans, je me disais, je trouve ça plus chiant de traîner la poussette que de prendre mon enfant. Fait qu'on a porté Marc Aurèle pendant nos marches. Il a fait ses siestes dans nos bras. J'ai des centaines de photos de Marc Aurèle qui dort dans nos bras. Et finalement aussi le sans-couche, qui est un chapitre entier en soi. Mais on a analysé la couche. Encore une fois, chaque objet, on se disait nos ancêtres ne l'avaient pas. Puis ça ne veut pas dire qu'il était sale. Ça veut dire qu'il savait des choses qu'on ne connaissait pas. Puis on a découvert une approche où on peut apprendre à l'enfant à nous signaler ses besoins. En fait, il y a des signaux. Fait qu'il peut porter de couche, puis il a appris à marcher. Il n'avait pas de couche parce qu'on a aussi découvert que la couche influence sa mobilité. Mais en tout cas, ça, c'est un grand chapitre. Fait que pendant le podcast, je documente toutes ces recherches-là, puis on en parle, puis on a tout fait ce qu'il y avait sur notre liste idéale. Puis ce qui est arrivé finalement, c'est que je me sentais misérable quand même. Puis ça, ce que je vais montrer, c'est des notes que j'ai retrouvées en préparant cette présentation-là. Cette section-là, je ne l'avais jamais montrée, mais c'est comme ça que je me sentais. Pas prendre de douche quand je le souhaite, quand je suis seule, ou même avec mon mari, parce que mon bébé veut toujours être en contact avec moi. C'est difficile. Allaiter dans un appartement silencieux, j'étais en train de virer folle. Que mon linge soit sale à chaque repas, parce que je me fais échapper de la bouffe dessus, puis que c'est le bordel dans la maison parce que mon enfant se promène librement. Je trouve ça difficile. Puis j'ai tellement de fatigue mentale, puis je suis intimidée par les écharpes de portage. Même les écharpes de portage, au début, j'en portais pas parce que j'étais trop fatiguée puis intimidée. Fait qu'on faisait beaucoup de portage à bras parce que je trouvais ça encore plus simple. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a d'autres mères qui commençaient à faire ces pratiques-là puis qui m'écrivaient. J'y arrive pas non plus. Je trouve ça difficile de porter mon enfant tout le temps. Puis là, il y a un déclic qui est arrivé dans ma tête. C'est que les objets, ils ne remplacent pas seulement nos mouvements, les objets remplacent d'autres humains. Fait que quand on regarde beaucoup de photos de peuples de chasseurs-cueilleurs, on dirait une partie que mon cerveau avait écartée, c'est le fait qu'il est supposé avoir d'autres personnes avec nous, puis que ces peuples-là, il n'y a pas beaucoup de peuples, il y a des peuples qui ont des bassinettes, mais la plupart n'en ont pas parce que l'enfant va être au sol ou va être dans les bras de quelqu'un. Fait qu'un enfant, à un très jeune âge, doit être porté la majorité du temps, mais ne doit pas être porté juste par son parent. Il y a d'autres personnes qui prennent la relève. Fait qu'en faisant d'autres lectures, encore une fois, du côté de l'anthropologie, on découvre qu'il est supposé, puis ça aussi, on le connaît, le village, il est supposé avoir une tribu qui prend soin des parents qui prennent soin des enfants. Fait que mon modèle conceptuel venait de s'élargir parce qu'avant, je partais du monde des saines habitudes de vie, comment bouger plus. Puis là, j'ai réalisé que notre habitat, notre environnement influençait nos mouvements, mais il y avait une couche entre les deux qui manquait, qui est supposée avoir des humains qui font ces choses-là avec nous. Fait qu'à ce moment-là, j'étais dans une grande détresse. La solitude parentale pesait énormément. On était encore à Montréal. On a fait 1 an à Montréal avec notre bébé.
Puis je me disais, soit on arrête certaines pratiques parce que c'est trop à porter, ou soit on adresse le pilier humain. Puis là, on essaie de réfléchir à des façons d'avoir plus d'humains avec nous dans notre vie. Puis ça me semblait absolument terrifiant, honnêtement. Mais, c'est ça le GIF. Moi puis Vince, il y a des gens qui aiment avoir une approche graduelle. Moi, je vais avec l'approche, il n'y a jamais de plan B. Il n'y a jamais de plan B. Il y a juste un plan A. Fait qu'abdiquer, même si c'était vraiment difficile, ça n'a jamais été une option. Puis Vince, surtout avec la parentalité proximale, souvent, c'est la mère qui porte la charge parce que c'est elle qui allaite. Vince, il aidait beaucoup avec l'hygiène naturelle, mais il y a des choses que c'était moi, la mère, qui devait les faire. Fait qu'il me disait, genre, je suis ton Sam, je peux pas porter l'anneau pour toi, mais je peux te porter toi. Genre, fait que j'imagine que tout le monde a vu la scène où c'est le moment final dans Seigneur des Anneaux où c'est excessivement difficile, puis ils veulent abandonner, puis Frodo, il est plus là, tu sais. Puis Sam, finalement, c'est lui le vrai héros. Fait qu'on a décidé de continuer l'aventure ensemble, même si c'était difficile. On a quitté la ville. Vu qu'on vivait avec peu d'objets, notre 4,5, on avait besoin d'encore moins d'espace. Avec notre bébé, on vivait juste dans la pièce principale, dans le salon. Fait qu'on s'est dit, hey, on pourrait vivre dans une mini-maison, là, ça serait super facile. Puis manifestation, on a visité une mini-maison. 3 semaines plus tard, on déménageait, puis c'était ce qu'on voulait. Il y avait une chambre, un salon, une petite cuisine, une salle de bain. Puis on quittait la ville pour aller vivre à la campagne. Puis je voulais que mon enfant apprenne à marcher les pieds dans le gazon. Puis on a aussi choisi un lieu de vie où il y avait un grand potentiel humain. Fait qu'on voulait plus de nature, mais on voulait aussi qu'il y ait un potentiel dans la communauté pour se faire du lien social. Là, j'avais eu une demande de parler un peu plus du pilier humain. Je ne sais pas si vous avez encore de l'énergie ou si Oui? OK. Oui, OK. Fait qu'on arrivait dans un nouvel environnement pour tester des nouvelles expérimentations, puis surtout, comme j'allais dire, améliorer ma santé mentale, tout en maintenant le mode de vie qu'on voulait. Ça a donné que David Sanson, lui, avait continué son travail, puis il venait de sortir un livre il a appelé ça « Our Tribal Future », fait que notre futur tribal. Fait qu'il rentrait plus en détail sur comment l'humain est supposé vivre en société. Fait que je l'ai réinvité au podcast. C'est une discussion assez fascinante. Puis ce qui explique, c'est que souvent, quand on voit les besoins humains fondamentaux, on imagine la pyramide de Maslow. Ça, c'est la pyramide updatée en 2020. Mais puis les besoins sociaux sont à quelque part là-dedans. Tu sais. C'est comme, c'est une des affaires. Faut de l'eau, de la bouffe, notre abri, puis de la chaleur, c'est les fondements. Mais il veut faire réaliser aux gens que, en fait, c'est de vivre en tribu. L'humain est un être social et c'est de vivre en tribu qui nous permet d'accéder à tout le reste. Il explique très bien que l'unité sociale de base pour l'humain, ce n'est pas la famille nucléaire. La vision, encore une fois, de 2 adultes avec des enfants, c'est weird. Ce n'est pas normal dans notre histoire. Même quand on ne fait pas de pratiques proximales comme on les a faites, il y a énormément de dépression postpartum parce qu'on a cette vision-là qu'être une famille, c'est ça, alors que la charge ne peut pas reposer sur 2 personnes. La vraie unité sociale de base, c'est ce qu'ils appellent un camp, c'est 20 à 30 personnes. L'humain, on est un être social, ça c'est la plus petite unité, c'est universel dans la majorité il y a des structures sociales universelles, comme les fourmis ont des façons de s'organiser, l'humain a des façons de s'organiser. Fait que les structures sociales, c'est des camps, 20 à 30 personnes, on se regroupe en bandes d'à peu près 150 personnes, même notre cerveau est fait pour être capable de se rappeler de 150 noms, visages, relations intimes. En haut de ça, on commence à perdre un peu le compte. Mais on se regroupe aussi dans des tribus. Les bandes se regroupent dans des tribus à peu près de 1500 personnes. Puis même l'humain qui est social est aussi capable de faire des accords entre différentes tribus pour acquérir des ressources. Puis finalement, on est une méga tribu planétaire en ce moment. Mais ça a atteint un stade où on a vécu la majorité de notre vie comme ça. Fait que de vivre dans des villes de millions de personnes, ça aussi, c'est très weird pour l'humain.
l'autre chose, quand je faisais mes recherches sur l'humain, c'était pas juste la configuration, puis de réaliser qu'il manque du monde, puis que c'est pour ça qu'on a une plus grande charge mentale. Une des méga réalisations, puis ça, j'en ai pas encore énormément parlé, mais c'est quand j'ai su, dans une formation sur la maternité, qu'il y a des singes en captivité qui ne sont plus capables d'allaiter, qui ne sont pas capables d'allaiter. Puis, je l'avais entendu, puis j'étais sceptique moi-même. Fait que j'ai fait des recherches, puis je suis tombée. La présentatrice parlait des gorilles, mais moi, je suis tombée sur un article aussi d'orang-outan qui a perdu la charge de ses bébés parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Puis, les employés du zoo avaient amené des mères qui allaitaient, puis présentaient des vidéos de d'autres singes qui allaitaient pour enseigner à la mère en captivité d'allaiter. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête, que la parentalité n'est pas intuitive. Il y a un gros discours en ce moment en parentalité que les mères puis les pères se cassent trop la tête, qu'ils cherchent trop de réponses, qu'ils se mettent trop de pression de performance, que nos parents, à nous, dans les années 90, ils étaient moins stressés parce qu'ils se posaient moins de questions, que là, on essaie de trop être parfait, de manger bio, de tout faire. Mais je pense que les mères, les pères, on cherche juste des réponses à comment garder un enfant en vie. Puis avant, les réponses, ils étaient là dans notre environnement par les autres adultes, les aînés qui nous transmettaient du savoir ultra précieux. Puis de suivre son intuition, ce n'est pas suffisant. On est supposé apprendre des façons de faire puis des compétences très concrètes pour allaiter un enfant, comprendre comment le positionner. Puis, par extension, j'ai compris finalement qu'au-delà de la parentalité, être humain n'est pas intuitif. Il y a une partie, quand on parle de la nature humaine, que c'est pas juste en nous quand on est, c'est un savoir, c'est par la culture qu'on devient humain. Puis, il y a des exemples extrêmes d'enfants dans la forêt, là, les Mowgli, les Tarzans, là. C'est arrivé pour de vrai. Un enfant qui vit avec des loups ou des chiens va marcher à quatre pattes. Tu sais, l'enfant va absorber une façon de vivre avec les individus, les êtres vivants qui sont autour de lui. Fait qu'être humain, ça prend. Puis en ce moment, tout simplement, on vit dans une culture, on apprend une culture qui ne nous sert pas vraiment. Il y a un phénomène en ce moment que j'appelle de weirding. Pourquoi il y a 1,8 milliard de personnes qui bougent de moins en moins? Bien, c'est que la culture occidentale est très appréciée et vue comme, dans certains pays comme une certaine réussite, puis les objets occidentaux, le mode de vie occidental arrive dans ces pays-là. Fait que non seulement on est weird, mais notre culture est en train de se répandre dans le monde. J'ai trouvé des articles au Japon où il y avait encore des toilettes squat, par exemple, que tranquillement, pas vite, pour les personnes âgées, ils mettent des toilettes plus hautes, des toilettes occidentales, justement. Fait que l'espèce de cercle vicieux de consommation, de confort est juste en train de se répandre. Fait que réellement, être humain, l'humanité est dans son essence, potentiellement, est en train de disparaître. Fait que la culture du confort est transmissible. Fait que des adultes immobiles vont mener à des enfants immobiles qui vont mimer ça à leurs enfants eux-mêmes. Fait que c'est un cercle vicieux qui continue. Fait que réellement, les maladies de civilisation, souvent, les maladies chroniques, c'est présenté comme des maladies non transmissibles parce que c'est pas comme de la contagion. Mais en fait, oui, parce que les idées sont contagieuses, les modes de vie sont contagieux. On est fait pour apprendre par imitation. Fait que réellement, on pourrait dire que les maladies de civilisation sont transmissibles. Puis encore une fois, j'ai profondément espoir que la vague peut aller dans l'autre direction. Fait que j'ai réalisé que la solution, c'est pas de tout régler, mais c'est juste de changer la direction de nos actions, de changer la trajectoire, puis de créer du momentum, puis de créer un cercle vertueux dans l'autre direction. En ce moment, dans le fond, nous, on a documenté nos 8 ans de vie. Puis, ce qui est positif, c'est que la communauté grandit de plus en plus. Fait que réellement, je le sais que même si ces idées-là ont l'air profondément différentes puis marginales, qu'ils vont faire leur chemin, puis à un moment donné, ils vont devenir normales. Même souvent, quand les gens demandent ce qu'on fait dans la vie, je ne dis pas qu'on essaie de vivre autrement ou qu'on a des approches alternatives, parce que ce ne sont pas les approches alternatives, c'est la vraie façon qu'on est supposé vivre. Nu-pieds, proche du sol, porter nos enfants. Fait qu'on veut juste normaliser ces pratiques-là.
Puis, le défi, c'est qu'on ne pourra plus vivre comme des chasseurs-cueilleurs probablement. Fait que la grande question, c'est comment on l'applique dans une société occidentale. Puis pour moi, on n'a pas encore les réponses, puis le but, c'est juste de tout simplement les trouver. Fait que j'avais d'autres explications, mais je pense que je vais bientôt finir là-dessus. Fait que finalement, notre parcours, c'est qu'on a commencé de la question comment bouger plus à comment bouger mieux, bouger différemment notre corps. Puis finalement, on a élargi notre mission à essayer de comprendre comment vivre, qui est une belle question philosophique, je trouve, qui va nous animer pendant des années. Mais pas vivre de n'importe quelle façon, mais vraiment de vivre comme un humain. Fait que c'est rendu le motto de notre projet. Fait que d'ailleurs, si vous avez envie de suivre l'aventure, la nouvelle saison de podcast s'appelle Pourquoi vivre comme un humain? Fait que ça va être une série de podcasts dédiés à essayer de comprendre justement les maladies de civilisation, puis qu'est-ce qui arrive quand on vit différemment. Fait qu'on va inviter des anthropologues, des archéologues, des biologistes de l'évolution, puis des gens qui essaient de passer à l'action dans le monde moderne. Fait que c'est toujours le mix de comprendre le modèle puis essayer de l'appliquer ici et maintenant. Fait que le podcast est gratuit. Vous pouvez le suivre sur toutes les plateformes. Mais on vous invite aussi dans le campus. Dans le fond, on a une plateforme, une application qui s'appelle le campus, qui regroupe tout notre contenu gratuit. C'est vraiment comme Vince voulait créer un espace en ligne qui n'avait pas d'intelligence artificielle, qui n'a pas d'algorithme, qui n'a pas de publicité. Fait que tout notre contenu est là pour ne pas être pollué des fois quand on va sur d'autres plateformes puis qu'il y a plein d'affaires qui nous sont bombardées. Puis, il y a aussi un accès pour les gens, dans le fond, un accès avec un membership. Le campus, pour nous, c'est une communauté de pratique. Fait que c'est de se dire, c'est une forme d'apprentissage qui est humaine aussi. On n'est pas là, moi et Vince, pour enseigner, mais on est là pour créer un cadre où les gens qui veulent essayer des choses, on peut échanger du savoir, puis c'est ça qui fait qu'on apprend tous plus vite ensemble. Fait que c'est vraiment un espace où les gens ils testent plein d'idées avec nous, puis ils partagent les objets qui fonctionnent, les techniques qui fonctionnent, leur expérimentation, c'est vraiment, vraiment trippant. Fait que si vous êtes déjà membre du campus, Vince vous invite à aller le voir parce qu'il y a une surprise. On veut commencer à donner des surprises juste quand on rencontre les gens en personne. Puis si jamais ça vous intéresse de devenir membre ou d'avoir plus de questions, on fait un spécial aujourd'hui où on enlève les taxes sur l'abonnement. Ce n'est pas un abonnement qui coûte excessivement cher, mais quand même, on s'est dit, comme la rencontre en personne est vraiment précieuse. Fait que si jamais vous avez des questions sur le campus, vous pouvez aller voir le grand Vince au fond. Fait que c'est ça. Mais sinon, la majorité de notre contenu est gratuit en tout temps. Voilà.